Wesh, c'est déjà moi. Et cette fois, avec le son directement. Bravo à moi, hein. J'apprends de mes erreurs, parce que je suis un humain. On a lu un jump qui était avec un niveau catastrophique, mais genre vraiment horrible, avec seulement deux chapitres qui étaient corrects. Et dès le troisième chapitre, il y avait qu'un élément intéressant dans le chapitre. Donc une très mauvaise semaine. Heureusement qu'on n'a pas plus de manga de jump à lire, parce que sinon, ça serait déjà beaucoup plus long qu'une heure, et en plus, ça serait toujours pareil niveau intérêt. Donc c'est pas trop envie de vivre ça. Et maintenant, hop, petit plaisir, regardez. On a tout ça à critiquer. Ça fait beaucoup. J'ai lu les tomes 5, 6, 7 et 8. Ah ouh. Elle est minuscule l'image. Mais non, mais pour ça, au secours. C'est bon, j'ai réussi à trouver. Mieux, niveau taille d'image. Hop hop hop. On voit l'image dans un nouvel onglet. Hop hop hop. Donc oui. Karakuri Circus, c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas de quoi ça parlait, mais ça avait l'air plutôt pas mal. Donc quand l'abonnement est arrivé, j'ai acheté ça. Le tome 1 était exceptionnel. Derrière, il y avait le tome 2 qui était un peu en dessous, parce qu'il avait des belles promesses et des bonnes idées. Mais après, le tome 1, ça faisait un peu pas le figure. Et après, le tome 3, 4, c'était très intéressant. Donc, imaginez si là, on avait 4 volumes et que c'était encore le deuxième qui était le moins bon, comme par hasard. Parce qu'on a eu le tome 5 à 6 récemment, et c'était toujours une très belle découverte. Quel plaisir. Ça marche pas? Ok, c'est pas ça. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, bah, on continue de suivre l'histoire du cirque avec l'enfant, là, qu'on suit depuis le début. Et ça, c'est toujours très mignon, très touchant. Ils vivent leur petite aventure, ils ont fait leur premier spectacle, qui fonctionne très bien, parce qu'on a des ennemis qui sont là, qui essaient de faire les cons, mais qui finalement aident la troupe, et ils se font même récupérer au final. Ils ont une petite histoire trop mignonne, ils ont des nouveaux rivaux, ils se battent pour avoir un chapiteau, juste pour faire vivre le spectacle. Il y a plein de très belles choses. C'est très mignon, ça fonctionne super bien parce que c'est très humain. J'adore. Il n'y a pas énormément de fond, énormément de fil rouge, mais juste les voir créer leur spectacle, créer la synergie entre eux, récupérer des membres un à un. Ils en ont même récupéré trois d'un coup au final, avec des anciens méchants, avec quelqu'un qui est censé venir l'assassiner. Plein de très bonnes choses, tu vois, c'est beaucoup trop bien. Et à côté de ça, le tome 5 s'ouvre en récupérant un personnage qu'on croyait mort. Pourquoi pas, mais c'est pas beaucoup d'explications. Si après il y en a. Et ensuite, là, il y a le fil rouge, il y a l'explication de pourquoi c'est Karakuri Circus, après que un narrateur soit apparu et nous ait dit qu'on passait au mode Karakuri, plutôt que au mode troupe de cirque. Et c'est beaucoup moins bien. Oh, le premier tome sur cette histoire, qu'est-ce qu'il est mauvais? Parce qu'il est beaucoup plus centré action, parce qu'il y a beaucoup plus de personnages à présenter, beaucoup d'histoires, beaucoup plus de mystères, beaucoup de trucs qui ont moins de sens, qui sont plus vachement philosophiques et vachement plus magiques, tu vois. Parce qu'il y a des pierres qui ont des pouvoirs magiques, il y a de l'eau qui ont des pouvoirs magiques, les deux sont liés, plein de choses comme ça. T'as une sorte de grosse quête de vengeance avec un clan contre un autre. Alors, il y a un peu d'humour, hein, il y a un peu de trucs sympathiques, on apprend beaucoup de nouvelles choses, tu vois. Mais ça reste le tome le plus mauvais que j'ai lu, je pense. Et après, bah, ça finit un peu par alterner entre les deux groupes. Ça va être plutôt plaisant, je pense, ce genre d'alternance. Comme ça, on aura un peu de temps calme avec un peu de philosophie, un peu d'action avec un peu de fil rouge. Et ça fera un bon mélange des deux mondes. D'autant plus que les deux vont se retrouver, je pense. Là, ça fera une belle histoire globale. Mais pour ça, ensuite, il faut avoir des bonnes histoires du côté de Naomi. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on a. Avec cette fausse, avec cette princesse marionnette. Parce qu'évidemment, là, les marionnettes, il y en a dans l'histoire. Parce qu'elle sait pas comment trouver sa place, elle sait pas comment prouver qui elle est, tout ça. Donc il y a plein de très belles choses, notamment l'ennemi qui prend son corps, qui imite son corps, donc ça c'est plutôt rigolo, ça tombe bien au niveau thématique. Parce que ça arrive enfin à allier thématique parfaitement humaine et le fil rouge. Donc là, ça redevient intéressant et passionnant, contrairement à ce qui s'était passé dans le tome 6.
coup, qui est pour moi le plus mauvais tome. Ensuite le 2, et ensuite tout le reste c'était exceptionnel. Ça. Et ensuite on les retrouve dans un hôpital, et c'est super intéressant aussi, parce qu'on apprend plus sur la maladie que Narumi avait à la base, et qui est une maladie balancée par les ennemis partout, qui a créé eux-mêmes les alliés les plus importants de Narumi, donc les Shirogane. Donc il y a plein de très belles choses sur le cycle des ennemis. Parce qu'en fait, c'est bah, les méchants eux-mêmes qui se sont créés leurs ennemis mortels, et ça c'est plutôt malin. Et surtout, bah, c'est tellement mignon, tellement cool de voir Naomi dans un hôpital, être proche d'enfants malades, vouloir les aider, être triste quand ils sont en difficulté, et surtout le final, où il accepte que pour les aider, il est obligé de devenir plus sombre, de se faire moins aimer, mais voilà, de protéger tout le monde. Et ça fait peur de voir d'un côté un groupe qui devient de plus en plus souriant, parce qu'ils s'aiment de plus en plus, qu'ils comprennent de plus en plus qui est humain, notamment cette Shirogane là. Et en face, bah, t'as Narumi qui fait de plus en plus défi à son côté humain pour protéger plus le gang des humains. Et ça va faire des parallèles très intéressants et ça va faire un très bon retour. Le manga est très très bon. S'il y a un tome par envoi qui est un peu en dessous, moi ça me va. D'autant que le prochain envoi, c'est très bientôt. Karakuri Circus, je conseille de ouf. Ça va être deux éditions différentes, ça. Hein. Ça sera en 26 tomes. Ok. Et c'est fait par Fujita Kazuhiro. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Karakuri Circus. Bah, Gekiamon, je connais pas. Springal, je connais pas. Moonlight Act, j'ai déjà entendu parler. Et Ghost and Lady. 5 volumes. C'est bien noté. Ok. Un seul volume. Et c'est excellemment bien noté. Waouh, trop bien, ça a l'air bien. Springald. Waouh, ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Faut voir. Eh, c'est pas si cher, hein. Je m'y intéresserai peut-être. Moonlight Act, dont j'ai entendu parler avec 29 tomes, qui est très bien noté également, mais il est trop fort en fait. Ghost and Lady en 2 volumes, qui est la même édition que ce qu'on a vu avant, qui est extrêmement bien noté aussi. Mais mec, l'auteur il est trop fort en fait. Je pense que c'est un auteur dont je vais récupérer la plupart de ses œuvres. Parce que maintenant je fonctionne par auteur, ma Mangatech est rangée par ordre alphabétique d'auteur, et ça me donne très envie d'avoir plus tout ça. Je suis en train de préparer les images pour la critique d'après, hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. Je suis mongol. Hop, 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 hop. Ah là c'est bon. Merde. Oh le bug est con. Ok, on est bon. J'ai lu les tomes 1 à 4 de Bonne Nuit Poun Poun grâce à un ami que je vois à l'escalade toutes les semaines. Il se les a achetés, enfin il s'achète les tomes 2 par 2, donc il m'a filé les tomes 1 et 2 mardi dernier, et les tomes 3 et 4 vendredi dernier. Vendredi dernier, puis le mardi cette semaine. Eh, malin. Sinon j'en avais déjà parlé en fait. C'est Inyo Asano, c'est un auteur que je pense apprécier mais dont je n'ai jamais regardé vraiment le travail. Si ce n'est Un monde formidable, qui est son premier truc, donc qui est un peu maladroit.
Et là, Bunny Poon c'est quelque chose dont j'avais beaucoup entendu parler parmi ses œuvres, et j'avais très envie de découvrir, donc je suis très content. Alors, je pense que j'aurais beaucoup de mal à en parler, mais aussi ce petit animal, que je ne saurais même pas dire de quelle espèce il est, dans sa vie de tous les jours, avec les pères violents qui frappent les gens, qui disent bah non mais c'est un cambriolage mec t'inquiète, avec les histoires d'amour qui se passent plutôt de manière compliquée, avec les histoires d'amitié qui sont pas toujours simples à gérer, avec les rivalités amoureuses, avec la découverte du corps, tout ça. Et c'est plutôt touchant. J'ai un peu de mal à voir où ça se dirige parce que les enfants sont un peu méchants entre eux, hein, c'est compliqué de se faire de telles promesses à cet âge-là, genre d'emmener les gens autre part, de se marier, de les protéger pour toujours, tout ça. Mais il y a quand même de très beaux passages avec tout ça. Pourtant, ce que j'ai préféré, je pense, c'est l'histoire de l'oncle de Poon Poon, parce que c'est lui le deuxième personnage le plus important. C'est lui qui sert de figure parentale à Poon Poon, vu que son père n'est plus trop là. C'est lui qui sert de pilier à la maison. Et toute son histoire où il se retrouve enfin le courage de trouver l'amour, et où il raconte pourquoi est-ce qu'il avait perdu l'amour, qui est une histoire sacrément terrible, c'est plutôt beau à voir. Alors, faut pas s'attendre non plus à un fil rouge de ouf, à une histoire qui se tient de bout en bout. Mais en même temps, c'est ça la vie, tu vois. C'est les complications, les moments difficiles, et le bonheur que ça apporte, soit bah, de faire avec et de trouver le bonheur quand même, soit juste d'avoir le bonheur directement, tu vois, c'est compliqué. Alors, c'est pas une lecture que tu peux faire non plus à tout moment de la journée, tu vois, c'est une lecture un peu dure, on va pas se le cacher, mais je trouve ça très plaisant. En plus, déjà, je pense que c'était plutôt assez long, c'est que 13 tomes, donc là on a déjà fait le tiers de l'aventure par exemple. Et je ne sais toujours pas où ça va, mais j'y vais avec plaisir, tu vois. Qu'est-ce que j'aime ce genre de moment calme, déchirant, qui en disent beaucoup sur l'humanité tout en disant pas grand-chose. C'est quelque chose de très pertinent. Parce que bah, ça critique pas mal la société japonaise, hein, avec le fait d'être forcé de trouver une femme, avec le fait de devoir absolument faire son travail en même temps que les autres, sinon c'est pas équitable, euh, avec la sexualité chez les jeunes. Il y a plein de choses très intéressantes, pertinentes et profondes à lire. Pas mal aussi de religion ou de croyances. C'est un peu original, je trouve, comme sujet. J'aime bien. Regardez comme c'est hyper bien noté. Et donc c'est en 13 volumes, c'est terminé, paf paf. Et donc par Inyo Asano, comme je l'avais dit, qui a fait Un monde formidable, qui est le seul que j'avais lu. Quartier de la lumière, Solanin, Nijigahara Holographe, donc le chant de l'arc-en-ciel. Ensuite, du Bonne Nuit Poupon. Fin du monde avant le lever du jour. Fille de la plage. Inyo Asano Anthologie. Dead Dead Demons Dead Dead Destruction. Un animé. Errance. Et voilà. Quartier de la lumière qui est excellemment bien noté, qui est en one shot aussi. En fait, je pense que Inyo Asano et j'ai déjà oublié celui qui a fait Karako Circus, c'est deux auteurs que j'aimerais bien découvrir à fond pour compléter ma collection. Parce que là, j'ai une collection gigantesque avec beaucoup de shonen pas forcément exceptionnels. Parce que, bah, par exemple, dans tout ce qu'on a lu de Jump, qui j'ai pas trouvé terrible tout à l'heure, j'en ai 6 sur 8, je crois. Et je crois que Jujutsu Kaisen et Black Clover que j'ai pas. En fait, on les a pas lus. Sur les autres, je crois que je les ai tous. Non, j'ai pas Yozakura Family. Mais le reste, j'ai tout à voir. Et il y en a qui sont bien, il y en a qui sont plutôt très moyens, donc c'est un peu des mangas pour rien. Alors que je pourrais prendre tous les mangas de l'auteur Karako Circus pour avoir une collection magnifique, autant sur l'histoire que sur le fait de mettre à l'honneur cet auteur. Il faut faire pareil avec Asano, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Ah oui, ça c'est très très bien noté, Solane. En plus, il y a les volumes intégraux, et ça m'intéresse beaucoup. Tu vois? Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas acheté. Chant de l'arc-en-ciel, ouais. Fin du monde avant le lever du jour, ouais. Fil de la plage, et c'est beaucoup, hein, un ou deux tomes. Donc quand on a une histoire un peu longue, comme Bonnie Poupon et Destruction, on en profite un peu, tu vois. Mais sinon, il a l'air d'être plutôt fort pour les histoires courtes. Ça en 12 tomes, donc c'est assez proche de Poupon finalement. Et enfin, Errance, balèze. J'ai lu le tome 10 de Spy
Family. Je pense que c'était un des tout meilleurs tomes de la série, parce que je n'avais pas reconnu en voyant la couverture quand elle est sortie au Japon, et en l'ayant entre les mains, mais cet enfant-là, c'est Twilight. Et ça fait plaisir donc d'avoir des informations sur lui enfant. Parce que évidemment, quand on a un enfant comme ça qui vit dans un monde en paix, on joue à faire la guerre. Moi, c'est que c'est vraiment la guerre, c'est la merde. Donc c'est très intéressant d'avoir des informations sur lui, sur comment il a vécu toute cette guerre, sur son lien avec ses amis, sur comment il a fait pour devenir un agent secret. Je veux dire, c'est pas non plus essentiel. Effectivement, parce que ça, le moment où il est vraiment devenu agent secret, ça vaut pas grand chose. Mais le fait qu'avant il était féru de la guerre, qu'il était là pour tuer des gens, tuer les gens, tuer les gens, c'est pertinent, tu vois, de faire contraster avec maintenant. Et c'est pertinent avec son histoire avant. En plus, c'est comme ça qu'il a rencontré son meilleur ami là. Ça lui fait plaisir que je l'appelle comme ça. Donc bam, un point Twilight. Ça, il est dans tous les tomes. Bah, c'est juste parti de voir un point Twilight enfant. Il y a un point Anya, parce qu'elle discute avec le doyen de l'école. Alors, c'est pas des plus pertinents sur Anya en elle-même, mais la discussion qu'il apporte, elle a un peu de philosophie, c'est sympathique. Alors, je me souviens plus ce que ça raconte, parce que c'est vraiment celui des trois passages qui est le moins pertinent, mais on a quand même Anya qui est mise en avant. Et surtout, à la fin, on a encore Yor, alors que c'est la deuxième fois seulement avec l'arc précédent, qui est mise en avant, et ça fait plaisir. Parce qu'elle se lie d'amitié avec quelqu'un en faisant ses courses, et ce quelqu'un n'est autre que la femme de la cible de Twilight. Ce qui offre donc une nouvelle possibilité pour Twilight. Et ensuite, il va y avoir une guerre entre la mère et la fille pour savoir qui sera le plus proche et qui avancera le plus vite la porte pour Twilight. Donc c'est un véritable plaisir d'avoir un peu du passé de Twilight, un peu de légèreté, et surtout les trois personnages qui sont mis en avant. C'est pas exceptionnel, mais ça avance un petit peu, parce qu'il y a une nouvelle piste pour avancer. Et bah surtout, voilà, comme je l'ai dit, avoir le passé d'un personnage pour le compléter comme ça, c'est une bonne chose. Donc trois bons points, un peu d'avancée, un peu de construction en plus pour Twilight, et avoir les trois personnages mis en avant dans un seul volume. Il y a 10 tomes aussi au Japon, il n'y a pas d'écart. Il y a 10 tomes aussi au Japon, il n'y a pas d'écart. Ok. Donc c'est par Endo Tatsuya, et je crois pas qu'il ait fait d'autres œuvres. Ah si, il a fait Tista et The Moon Sword. Tista en deux volumes, ouais. Et The Moon Sword, qui est un peu moins bien. Ok. Ensuite, j'ai lu le tome 17 de Radiant, avec Piodon en couverture, c'est pas pour rien. L'arc actuel est un bordel. Il me semble qu'il est un peu long, parce qu'on a commencé au 13, je pense, volume. Tous les personnages étaient séparés depuis bien longtemps, ils étaient tous dans la merde séparément. Et voilà, qui se retrouvent tous à peu près dans le même lieu. Pas encore les uns après les autres, mais à peu près dans le même lieu. Si ce n'est quand même au début du tome, on a Seth qui est sur Grim, et t'as Oko qui est juste à côté. Après, il y a Millie toute seule et Doc tout seul. C'est pas mal le bordel, parce qu'on est dans le clan des Domitor, qui a Piodon qui s'est ramené. Donc t'as beaucoup d'actions. Piodon contre Domitor, Domitor contre Grim, Grim contre Domitor et Piodon. Un beau bordel à plusieurs camps. Pour ça, t'as Doc qui essaye de faire des trucs, c'est plutôt rigolo. T'as Melly qui passe une épreuve très importante pour elle, parce qu'elle est en reconstruction totale, pour devenir un personnage plus intéressant. C'est pas, je suis pas contre. Mais elle le fait de manière étrange, puisqu'elle a actuellement trois personnalités, et finalement, elle réussit son épreuve juste en cachant deux personnalités derrière une porte. Et ça, c'est pas vraiment une bonne chose. Réussir à les fusionner, à les faire vivre en cohabitation, je pense que ce serait plus efficace que de faire ça. D'autant plus que, vu la personnalité qui est gagnée, c'est pas forcément une bonne chose pour tout le monde. Mais j'aime beaucoup le fait que ça soit lié à un ennemi, cette évolution, et cette acceptation finale, tu vois, de fait qu'ils sont frères et sœurs maintenant, ça me plaît bien. Au final, c'est un tome qui bouge beaucoup, il y a de l'action, il y a enfin les personnages qui se retrouvent tous ensemble, et ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'ils sont séparés, ils sont tous dans la merde, maintenant ils sont dans la merde ensemble, c'est mieux. D'autant plus que l'équipe est agrandie, et c'est pas que l'équipe habituelle, ils sont récupérés quelques alliés sur le chemin, et qu'il y a Dragunov qui devrait pas trop tarder à se rajouter, vu qu'il essaie lui aussi de se trouver des alliés dans son coin, donc ça va faire deux groupes d'alliés, paf, qui vont aller détruire tout ce qui se passe dans ce pays. Et ça, on va pas être contre.
Par contre, je vois pas trop comment ils pourront faire un arc qui changera plus les règles et plus les choses que celui-là. Donc peut-être que c'est le dernier arc sur lequel il y aura la marine, donc l'acquisition qui sera mise en avant, et qu'après on pourra passer à l'arc dans Chef du Radiant et c'est terminé. Ce serait pas mal, ce serait pas trop long et ça serait plutôt efficace. Parce que vu le bordel ambiance, c'est bien un final, tu vois. Un final pour les intrigues importantes. Après, il y a la recherche du Radiant, mais voilà. On verra. Il devrait rester deux volumes, tu vois. On devrait passer à quelque chose de différent au tome 20. J'espère. Sinon, ce serait trop long. Vraiment. Parce que bon, ça fait déjà 7-8 tomes pour un arc dans Radiant, ça se fait un peu longuet, tu vois. D'autant que l'arc précédent n'était pas court non plus. Voilà. Et puis c'est cool parce qu'ils sont enfin libérés, ils peuvent enfin partir et parce qu'ils ont terminé tous les objectifs de leur arc. Mais ils décident d'apporter leur aide à quelqu'un et ça c'est bien, c'est une belle équipe. Donc ça bouge beaucoup, un peu trop pour être pertinent tout du long, mais avec beaucoup de très bonnes choses sur l'équipe, sur la politique globale. Donc je prends volontiers. Tony Valente, il a fait avant Anna Hattori et il a fait Symphonia Chronicle invoquant un moment et Fabula Fantasia. Ok. Comme ça, zéro volume. Ah, c'est en 2023, d'accord. D'accord, il a réussi à faire tout ça, bah c'est bien. Ensuite, le tome 10 de Yawara. Toujours pas en lire de cette image, laissez-moi tranquille, monsieur. C'est long. La dernière fois, c'était plutôt sympa parce qu'elle s'est trouvé des nouveaux alliés pour faire du judo avec elle. Alors ça permet d'avoir un peu de diversité, même si les personnages finalement sont limités qu'à un seul trait de caractère, mais pour l'instant, vu que c'est le début de leur apparition, ça permet encore d'avoir des choses nouvelles par rapport à Yawara, donc ça c'est plutôt cool, je prends. Mais là, ce volume est concentré que sur Yawara, elle gagne un match, voilà, merci, sans façon, sans plus, on s'en fiche. Et derrière, c'est super long, parce qu'elle est encore en mode, je veux pas faire de judo, moi je veux juste partir dans une école normale pour devenir un métier au pif, parce qu'elle veut devenir agent dans une entreprise de voyage. Donc il y a ça. Et pour ça, tout le monde autour qui est en mode le judo, le judo, le judo, le judo. Et les jeux, tu vois. Même sa meilleure pote, Fujiko, qui est grande maintenant, tout le monde pense qu'au judo. Et en fait, c'est des trucs qu'on a depuis le tome 1. Elle qui pense que à l'amour et au fait de trouver une vie normale, et tout le monde qui pense qu'au judo. Et comme d'hab, ils arrivent à trouver le petit argument qui va la faire basculer et la faire se jouer au judo. Et malheureusement, j'ai pas grand chose à dire de plus. Il n'y a pas d'évolution particulièrement développée d'autres personnages. Même Fujiko, qui avait pu changer un peu, c'est en retrait. Et la construction du tome, c'est encore pareil. Donc c'est longué maintenant. Alors que c'est Urasawa, quoi. Donc j'ai vraiment rien à dire dessus et on va passer à la suite direct. Terminé en 20 tomes en plus avec cette édition, donc on est qu'à la moitié là. C'est ça qui me fait peur d'être qu'à la moitié alors qu'il s'est pas passé grand chose de différent d'un tome à l'autre. Je dirais même d'un Tomahawk. 5, 6, 7, 8. La 20, c'est celle-là qu'on a. Ouais, on est qu'à la moitié, hein. Of course. Alors ça, c'est fait par Urasawa, quoi. C'était vers le début, certes, mais quand même. On a du boulot pour tout voir. Pineapple Army, Yaora qu'on connaît, Histoire courte, Master Keaton, Happy Monster, Century Boy, plutôt Century Boy 2, Man Ben, Billy Brat, le spin-off, L'air du temps. Il a donc commencé par Pineapple Army. Attends, il y a une édition stoppée avec un seul tome. Ah oui. Ah ouais, pas mal. Intéressant comme début, donc. Il y a eu des histoires courtes, ouais, d'accord. Master Keaton, qui est plutôt connu et réputé. Happy, qui a l'air d'être la même chose, mais en moins long et en mieux que Yawara, mais genre beaucoup mieux. Ah tiens, je voulais voir la note. 16 à 17, tu vois, ça a l'air vachement bien, tu vois. Alors que Yawara, je suis pas sûr. Vous voyez, c'est largement en dessous.
Monster, qui est évidemment surconnu. Century Boy, qui est surconnu également. Pluto, qui est hyper connu. 25th. Man Band, c'est un artbook, mais on s'en fiche, les artbooks, merci. Billy Bat. En fait, c'est que plus tard qu'il a appris à être stylé. Un spin-off. L'air du temps, qu'est-ce que c'est? C'est un manga ou pas? Je sais même pas. Master Key Zone 2. C'est un one-shot qui fait suite, d'accord. Le jour où ça bascule en un volume, ouais, ouais, ouais. Un guide officiel, je ne sais pas à quoi ça sert, mais ok. Le signe des rêves en deux volumes. Azadora que je suis actuellement, qui a un rythme de parution un peu lent mais qui est sympathique. Et Hachoum que j'ai lu aussi. Je me souviens pas du tout. Pas mal, hein, j'ai vraiment touché au meilleur truc de Azadora, je pense. Ensuite, j'ai lu le tome 11 de Blue Lock. C'est pas le meilleur tome de Blue Lock, mais c'était pas dégueu pour une lecture. En fait, on termine je sais plus combien de phase des qualifs. Ça, on avait vu la dernière fois. Avec les 5 premiers qualifiés. Que sont le top 3, Bashira et le personnage principal, Izagi. Voilà les noms. Ceux-ci vont affronter 5 footballeurs importants de classe mondiale pour qu'on puisse voir l'écart de niveau. Et l'écart est plutôt impressionnant. Déjà, entre Izagi et le numéro 1, parce que celui-ci continue de se battre, malgré le fait que ce soit un match impossible à gagner pour eux, parce que lui, Ego veut leur montrer que le niveau mondial est encore très loin d'eux, même s'ils peuvent encore marquer des buts, ils en ont marqué un, tu vois, par exemple. T'as un cours sur la chance, qui est donc le truc que je retiens de ce volume, parce que, évidemment, le match précédent s'est terminé sur un coup de malchance pour Izagi. Mais la chance, c'est pas que avoir de la chance, comme c'est bien expliqué. Si tout est truqué et que personne ne peut gagner, c'est pas de la malchance de perdre. C'est normal. Si tu marches à un endroit, il y a plein de crottes de pigeons qui te fait avoir plein de crottes de pigeons, c'est pas de la malchance, c'est juste que t'es con. Tu vois? Il explique qu'en fait, bah, la chance, c'est pas question de probabilité, mais question du fait de croire ou pas en la chance. Bref, c'est le truc le plus intéressant du volume, je trouve. Et à la fin, on nous dévoile qui sont tous les qualifiés de cette épreuve qui étaient en cours. On a une petite surprise à la fin. Quand même, c'est le seul qui a une chance de s'en sortir après. C'est bizarre, tu vois, ça, on verra comment ça servira, mais c'est étrange de proposer un rattrapage juste pour lui. Voilà. Hâte de voir comment vont s'intégrer les personnages qu'on connaissait déjà et à quoi vont ressembler les personnages qu'on n'a jamais vus. D'autant plus que tout ceci va devoir, parmi les 35 qui restent, donner une sélection de 15 à 20 joueurs, bah, 15, j'aurais dit, pour faire une vraie équipe pour affronter l'équipe du Japon actuelle. Donc des belles promesses pour la suite, que ce soit avec le niveau mondial et un match de niveau mondial qui arrive. Un vrai match, genre à 11 contre 11, je crois. Je suis pas fan de foot. Voilà, hein, une belle promesse. Hâte de lire ça. Il y a actuellement 22 tomes au Japon, je crois, s'il n'y a pas plus de volumes cachés ici. Non, c'est 22 tomes. Le tome avec Gagamaru, c'est le 22e. Scénario Kanechiro Muneyuki, qui était, scénariste de jeux d'enfants, de Billion Dogs, de On l'a fait, de, putain, Aku et de Giant, tout ça c'est lui. Mais il est fort en fait. Parce que jeux d'enfants je connais, Billion Dogs je connais, On l'a fait je connais pas. Ah, c'est en cours. Ok. De Aku que je connais et qui est pas très bien noté, voilà. Et de Giant que je connais. Ensuite, j'ai lu ça. Je suis pas fan. Loin de là. Comment dire? J'avais lu ça en scan, c'était le bordel, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure quand on a lu le chapitre de One Piece actuel. Parce que je pensais dire, le chapitre 103 de One Piece était horrible, alors du coup, ce chapitre c'est facilement mieux, mais en fait, non, c'est pas beaucoup mieux. Parce que dans tout le volume, le problème c'est qu'il y a 1 milliard d'intrigues différentes. Et qu'il n'y en a aucune qui a se pousser véritablement, et aucune qui est très intéressante. Et en plus, dans les SBS, il parle de deux intrigues qui avaient pas eu le temps de mettre, qui étaient sympathiques pour donner un peu plus de profondeur à quelques personnages secondaires.
Donc la relation entre Raizo et Fukujiro, je crois, l'autre ninja, et la relation entre Yamato et un mec random. Voilà, parce que là, on suit Yamato qui doit empêcher une vague de flammes de faire exploser des bombes. On suit euh, le fait que le château soit entièrement en feu et qu'il faut réussir à tout éteindre grâce à de l'eau qui arrive qui sort de nulle part. On suit le combat contre Big Mom. On suit le combat contre Kaido. On suit les pérégrinations de Apu et du CP0. On suit les révélations sur le fouillis des démons. On suit. Et tu vois, ça fait beaucoup trop de choses dans un seul volume. Des fois, il y a des volumes qui sont pas bien, pas dans One Piece, parce qu'il n'y a pas assez de choses qui se passent et que c'est donc pas assez passionnant, pas assez intéressant. Mais là, il y a beaucoup trop de choses en même temps, donc déjà c'est compliqué à suivre. Et en plus, ça permet pas vraiment de poser les tenants, les aboutissants de chaque élément. C'est le bordel. Le Koa contre Bimom, j'en ai rien à foutre. Les deux petits bonhommes font tomber un empereur, ça change complètement les règles. J'ai pas senti le danger, j'ai pas senti quoi que ce soit. C'est quand même très dommage. Parce que Bimom est vraiment un personnage plutôt médiocre dans son écriture depuis le début, donc j'en ai pas grand chose à faire. Voilà. Quoi d'autre? Le Kokukedo, c'est la même chose, mais encore pire, parce qu'évidemment, il y a eu un arc précédent qui l'a un peu rendu attachante. Kokukedo, il a rien. Lui, c'est un bourrin alcoolique. Point. Et ce Koku Luffy, il est inintéressant, il continue tous les chapitres, se terminent de la même façon, en mode le Koa, il est bien maintenant. Alors que non, c'est des coups de merde, on s'en fout. Le Koa se fait bloqué par quelqu'un d'autre sans que Kaido le demande, alors que la dernière fois, ça lui rappelle le camp précédent où il avait gagné parce que quelqu'un avait bloqué son adversaire, mais il l'avait demandé, donc ça va. Du coup, c'est le qui a des nouvelles pouvoirs à Luffy, qui, au lieu de mourir, bah, devient plus fort. Ça sort de nulle part, parce qu'il a déjà été laissé pour mort plusieurs fois. C'est dommage que ça tombe maintenant, quoi, comme par hasard. Le pouvoir est cool. Cet aspect cartoon marche plutôt bien avec Luffy et avec sa joie de vivre. Ok. Mais c'est le seul élément que j'aime bien du tome. Parce qu'après, il y a Yamato qui éteint, qui protège les bombes. Hmm. Super, il protège les bombes, pour rien, il se passe rien, ça contraint ce personnage. Et t'as Raizo qui tient tête à Fuju Giligulu, là, l'autre ninja. C'est sympa parce que c'est le lien, qui fait le lien avec Oden, vu que les deux sont dans le feu et doivent rester le plus longtemps possible. Et en plus, il arrive à sortir un point de nulle part qui sauve toute la situation, donc ça c'est cool. Et enfin, il reste évidemment Komura Sagi qui venge son père, sa famille, toute son histoire face à Orochi. Ce qu'Orochi, on l'a vu mourir 50 milliards de fois, donc vraiment c'est plus trop impactant. D'autant plus qu'il a. C'est pas du tout un méchant intéressant. Il est pas pertinent, il est pas méchant, il a rien fait, donc vraiment son balek. Voilà, c'est un bon tome, non? J'ai presque passé un bon moment. Il y a 104 volumes, actuellement. Parce que le prochain, c'est la conclusion de l'arc. Bam. Komurasaki qui chiale, Luffy un Garforth qui rigole, et Momo. Ah, elle va en mode Momo, au secours. Voilà, ça se fait par Oda, je sais pas si vous connaissez. Bien sûr qu'il a fait beaucoup d'autres mangas. Parce que ça, c'est One Piece. Ça, c'est One Piece. Ça, c'est One Piece. Ça, c'est One Piece. Ça, c'est Superman. C'est Superman. Ça, c'est One Piece. Ça, c'est One Piece. Ça, c'est One Piece. Voilà, il fait One Piece, quoi. Ensuite, hier, j'ai également lu le tome 15 de Orient Samurai Quest. Et là aussi, c'est un bordel pas possible. On a un truc intéressant. Euh, Kojiro, le deuxième personnage. Fujirofle aussi, encore ça marche. Vit une deuxième épreuve du sabre, grâce à un obsidian qu'ils attrapent en passant très longtemps à tuer Akishin de merde, dont on se contrefout. Mais au moins, c'est pour être en équipe entre Kojiro et Musashi, donc ça, c'est un peu cool. Et c'est son épreuve qui est le plus intéressant du volume. Parce qu'il y recroise son père, mais pas en mode épreuve du passé, genre il recroise vraiment son père, qui a laissé sa trace dans le Toki. Donc c'est une discussion intéressante entre un père mort et son fils, ça me rappelle quelque chose Naruto et Minato, légèrement, mais ok, c'est cool à voir toujours. Sur la filiation, sur le fait d'être fier de tout ça. Il apprend beaucoup de secrets, hein, c'est pas pour rien que son père est mort, c'est pas pour rien qu'il lui a pas laissé d'indication, c'est pas pour rien qu'il avait une mission dont il parlait pas beaucoup.
Et ça fait beaucoup de choses très intéressantes et qui met enfin Kojiro en avant. Parce qu'il est là depuis le tome 1, mais il a jamais servi à rien. Donc ça, on prend. Et directement, on a un ennemi qui apparaît, qui est lié au père de Kojiro, qui lui met la pression, qui veut jouer sur son image pour le détruire. Et finalement, bah, c'est un mec au pif qui vient, qui le tue, en un seul coup. Donc, le méchant, merci à tous, il a servi à rien. Et mettre son histoire en avant, bah, n'a servi à rien non plus. Si ce n'est mettre le doute à Kojiro, parce que pour l'instant, il est tout triste. Ouais. Et après, on suit les méchants qui mettent leur plan à exécution. Et c'est la fin du volume. Et c'était le bordel. Et en même temps, c'était rapide, il se passe pas grand chose. C'est quelque chose de plutôt compliqué à Orient. Quand on est dans des gros arcs et que c'est dans les moments importants, ça y arrive très bien. Mais alors le reste, je suis pas fan de la narration du tout. Un bon moment, mais largement sans plus, il y a déjà eu des tomes beaucoup mieux. Au Japon, actuellement, 17 volumes. Avec ça et ça, faut voir. Ça, je vais me spoiler les personnages importants. Je sais pas qui c'est, surtout pas ça, c'est le père de Kojiro, hein. Et ça, je sais pas qui c'est. Yes. Et ici, on a le mec qui est mort, et qui faisait chez Kojiro, qui est peut-être pas mort, et on a un autre des chiens. Ok, ok. Bah super. Et c'est fait par Otaka Shinobu, qui a fait Sumomo Momomomo, qui a fait Maggie, et qui a fait Orient. 12 volumes comédie de sport, moyen. 37 volumes shonen d'aventure fantastique, qui a l'air plutôt très bien. Et actuellement, on est 17 volumes shonen d'aventure fantastique, qui est un peu moins bien. On arrive sur les deux que j'ai lus ce matin, donc on avance. J'ai un peu mal à la gorge avec tout ça. Vivement qu'on aille sur du React et du professeur Layton qu'on parle un peu moins. J'ai lu Couple of Cuckoos, tome 6. Il y a des trucs un peu sympas sur la famille, puisque Nagi, je crois le personnage principal masculin, a enfin pu parler à son vrai père biologique. Pas d'intérêt sur la relation père-fils, mais par contre sur la relation père-fille, là il y a des choses, puisque le père cache des secrets à son fils, ou alors c'est celle à qui il est promise qui lui a un peu menti. On verra, parce que celle-ci a apparemment, elle aussi, un vrai frère biologique qui a la même tronche que Nagui, et personne n'en parle, personne ne sait où il est. Hmm. À voir si c'est encore plus bordel qu'on sait dans la famille. D'autant plus que le père demande s'il accepterait d'épouser sa sœur, avec laquelle il a grandi, qui n'est pas du tout sa vraie sœur. Ah, c'est le bordel dans cette famille. Et ça serait plus simple si j'avais les noms, mais je les ai pas. Sinon, il est plutôt mignon quand il est avec celle qu'il aime vraiment, donc c'est Gawara, comme ça. Parce qu'il y a des belles promesses de se dépasser l'un l'autre, il y a des défis tout le temps. Il y a des très jolies tenues de cyclistes. Euh, voilà, mais ça n'a pas avancé beaucoup au global, hein. Ça continue de mettre des mystères, ça continue de montrer que sa petite sœur a été amoureuse de lui, tout ça. Que celle à qui il est promis est un peu perdue, même si ils passent des moments mignons tous les deux. Et que Segawara, ben, on sait pas trop ce qu'elle veut encore. T'as encore des vacances ensemble, t'as encore des révisions ensemble, t'as des situations qui se répètent déjà, et ça fait que 6 tomes, c'est étonnamment pas pertinent. J'ai l'impression de retrouver 14 avec Supette, un début mignon et plaisant, puis après bah, ça se répète, parce que bah, les personnages ils peuvent pas trop évoluer. Je veux dire, sauf à la fin, mais non, ils évoluent pas non plus, c'est juste que le héros principal fait ah bah si, finalement j'aime quelqu'un et c'est elle. À voir s'il y a plus de choses à un moment, mais ça va peut-être être long. D'autant que niveau volume, ça rigole pas parce qu'on est déjà à volume 15 au Japon. C'est peut-être à beaucoup. Par 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et ça perd d'avancer beaucoup vu les volumes. On a la fiancée avec les deux parents de l'autre famille, ouais. Ok. Voilà, c'est Gawara qui mange un hamburger. C'est bien fait ça comme Tom. Je sais pas qui c'est. Ah, ça peut être intéressant, le personnage. À voir s'il est vraiment intéressant, mais l'idée peut être pas mal. La sœur qui fait à manger et qui est contente. La fiancée et Nagi qui sont mignons tous les deux comme d'habitude. Segora qui fait de la boxe. Euh,
Voilà. Est-ce que Nagui va être malade et qu'elle va l'embrasser comme ça par hasard et qu'après il y a ça qui va faire Oh! Tu vas avoir des quiproquos de merde? Ah, j'espère. La nouvelle qui apparaît, ok. Et enfin, la fiancée en tenue de mariée. Ouais, ouais, ouais. À voir si ça évolue vraiment, mais pas sûr que je tienne hyper longtemps. Ah, c'est rangé comme ça, pas mal, plutôt que faire par nom. Scénariste, dessinateur pour les mangas, paf, paf, paf. C'est dans l'ordre inverse? 2012, 2006, non, c'est dans l'ordre au pif, d'accord, super. 23 volumes, comédie tranche de vie, qui est plutôt pas mal noté, ouais. 28 volumes, comédie fantastique, qui est correct. Et ça qui est moins bien noté. Ah, super. Et enfin, ce matin, j'ai lu le tome 7 de Fortnite, Fortnite of the Apocalypse. On est enfin à Lyonesse. On découvre presque tous les Fortnite, parce on découvre les deuxième et troisième, et le quatrième est très peu loin, juste balader dans la ville en train de pas vouloir être découvert. On a Lancelot, là, qui est désabusé, et qui y rencontre une amoureuse qui semble voir le futur. À voir où ça va, parce que pour l'instant c'est un peu dérangeant vu qu'elle a 12 ans, et lui 16. D'autant que lui, elle semble avoir des promesses difficiles avec sa famille, qui n'est autre que Ban et Elaine, et avec donc son maître, qui est d'autre que Galeko. D'ailleurs, j'espère que l'histoire, les chapitres bonus qu'il y a eu sur lui et Galeko avant la séparation apparaîtra un moment dans les volumes, comme il y avait avec les histoires des péchés dans les Seven Deadly Sins. Je sais pas si c'est le cas, attends. Euh... Fortnite of the Apocalypse Wiki. Wiki Wiki. List of volume. Nanana. Qu'est-ce la pub? Nanana. Nanana. 8 et 9. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu les 4 l'Apocalypse d'affilée? Non. Un peu de choses près, mais non. Les chapitres normaux, ouais, super. Et dans le tome 9, les chapitres normaux. Bah, j'espère qu'on aura quand même. Et puis, c'est le même arc. Waouh. Il est long. 51 à 71. Ah, ça fait 20 chapitres, ça va. Fais voir les différences entre le volume et l'apparition. Waouh, il y a des petits changements de titre. Super. Ok. On découvre le groupe de Tristan. Tristan est cool. Ses trois membres sont nuls à chier. La fille est là, juste ah ma vertu, parce qu'elle est juste amoureuse de Lancelot. T'en as un qui est tout bide et t'en as un qui est un connard de merde, qui semble être un traître vu que bah il fait exprès de mentir, qu'il est là exprès pour tuer Percival, qui essaie de tuer Gawain, qu'il euh, est affiché dans la case à la seconde on apprend qu'il y a un traître pas loin. Donc il y a beaucoup de chances que ce soit lui et bon bah c'est dommage de le dire aussi facilement, tu vois. Donc ce qui fait que ça prend beaucoup de place dans le volume, le combat entre la troupe de Percival et la troupe de Tristan. Ça montre beaucoup d'amitié. Le passage avec l'amitié qu'ils ont, les trois amis de Percival envers Percival, c'est trop mignon. Le fait que Percival, quand il les croit tous morts, parce qu'il voit rien, s'énerve, se ressort avec un nouveau pouvoir, une nouvelle langue, c'est plutôt très pertinent et très bien trouvé. J'aime beaucoup. Voilà. Mais c'est un peu longué, tu vois, comme d'hab, ça démarre toujours pas, hein. Parce que ça prend 1000 ans pour chercher Gawain pour pas grand chose et on tombe encore sur Pellegarde. Euh, et le combat contre la troupe de Tristan, ça prend 1000 ans pour les présenter, tu vois. Mais bah, il y a moyen de mieux les présenter, je pense. Et à côté de ça, ça fait plaisir de revoir Hendrickson, Dreyfus, de revoir Zéhal, de revoir Pelio. C'est cool. Sans beaucoup plus, ça met hyper longtemps à démarrer, mais j'aime bien l'univers toujours, donc
Ça casse pas trop par un canard. Dessine, c'était largement mieux dans ce début dans son nombre de volumes, tu vois. Mais genre très largement. Mais sympa quoi. Évidemment, on fait Blizzard Excel, Congo Bancho, c'est les Sins dont on a parlé avec Cocotenet. C'est les Sins, Fortnite. Voilà. Ça a l'air bien. 6 tomes de romance sportive sur le patinage qui sont bien notés. J'ai trop envie de le lire. Congo Bancho, 12 tomes d'action-aventure qui est pas mal noté. Ça fait moins envie, mais ok. Seven Deadly Sins qui est connu, que j'ai. Voilà. Short Stories, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Et ça va, je l'ai. Et je suis pas fan. Bref, enfin, nous voilà à des critiques d'autres choses que des mangas, parce que j'ai beaucoup lu de mangas et il y en a encore plein qui arrivent, parce que j'ai pu acheter tous les mangas de décembre en une semaine. Donc on avait du boulot. J'ai regardé Escape from Mogadishu, parce qu'il a été distribué sur Canal+, tout récemment. Non, c'est pas comme ça qu'on fait les critiques du film, Lucas. Comment est Escape from Mogadishu. Ah, il est pas hyper bien noté. Pourtant, il était plutôt correct. Il dure 2h01. Voilà. Au début des années 90, la tension monte à Mogadiscio. Lorsque la guerre civile éclate dans les rues de la capitale somalienne, les ambassades de Corée du Sud et de Corée du Nord, prises entre les feux des forces gouvernementales et des rebelles, doivent trouver un moyen de s'en sortir, quitte à laisser leurs différends diplomatiques de côté. Par Ryu Seung-wan, qui a fait que des films que je connais pas, je crois. Hein. Die Bad, Sympathy for Mr. Vengeance, Oasis, Lady Vengeance, The City of Violence, Crazy Lee, Battlefield Heroes, c'est en tant qu'acteur, putain, on s'en fout. Die Bad, No Blood, No Tears, Arahan, Crying Fist, If You Were Me Too, The City of Violence, Crazy Lee, The Unjust Judgment, Bad, Sad Bad, Vétéran, Geki Joban, Shimojiro no Wao, Shimojiro to Niji no Aoshizu, Battleship Island. Je connais pas grand chose là-dedans. Donc oui, bah c'était sympathique. C'est de l'action filmée par un coréen, quoi, c'est bien. Ça marche bien. Alors, la pertinence politique du sujet, je sais pas trop. Je suis pas assez calé en histoire. Mais c'est plutôt sympathique de voir que la Somalie s'est révoltée. Pour je sais plus quelle raison. Pourquoi il y a eu la guerre civile, je sais même plus. Mais en tout cas, ils sont plutôt violents avec les ambassades, si je ne m'abuse. Parce qu'ils doivent vouloir tout leur pays. Pour eux uniquement. Et c'est cool, tu vois, on suit des mecs d'ambassade, donc ils sont pas du tout habitués à se battre, à survivre. Et voir ce qu'ils font. Les sacrifices d'idées politiques, les sacrifices de gens derrière, les faits de devoir survivre, de devoir courir, de devoir combattre, de devoir se cacher. L'action est plutôt peut-être un poil violente et forte pour des gens qui sont juste des bureaucrates, tu vois. Mais en même temps, quand tu dois survivre, quitter ce pays pour rejoindre ton pays, je pense que tu te donnes un peu. Il y a beaucoup également de temps d'attente, parce que finalement, des fois, ils sont coincés par la bonne volonté des autres ambassades, forcément. Mogadiscio. Ce qu'il voulait mettre le président à l'exil, d'accord, c'est pour ça. Oui, bah, les scènes d'action sont belles. Je suis pas non plus à fond dedans, parce que le fond ne me plaît pas plus que ça, parce que je suis pas fan de films d'action. Mais c'est sympathique de voir des nobodies devenir des grands héros. Ou au moins des gens qui survivent, quoi. Mais il y a une scène qui m'a beaucoup marqué, c'est celle avec les enfants qui ont des armes dans les mains et qui tombent sur notre petit groupe. C'est plutôt glaçant de voir de si jeunes enfants avec des armes et voir ce qu'ils en font, à quel point ils s'amusent, à quel point la guerre c'est génial pour eux. C'est terrible et très bien filmé. Ça, c'était une belle réussite.
Ensuite, j'ai terminé Mario et Lapin Crétin 2, Sparks of Hope, et c'était pas bien, pas du tout. J'ai passé un monde à me dire que le jeu était très bien, largement mieux que le 1, et au milieu du deuxième monde, je me dis que c'était horrible, j'ai passé de plus en plus de mauvais moments au fur et à mesure que j'ai joué. J'ai joué 34 heures pour faire le 100%, et c'était vraiment pas un bon moment en fait. Il y a beaucoup trop de combats, le système de combat n'a absolument pas évolué, donc les combats sont juste toujours pareils, toujours longs, et finalement la réflexion n'est pas de mise. D'autant plus que le jeu est assez vite trop difficile, j'ai mis le jeu en difficile à la base, et il y a les combats secondaires qui sont impossibles. Genre il y a des boss, je me rends pas compte que c'est des boss, par contre les combats secondaires ils sont impossibles. Et en fait, vu qu'il n'y a pas de grand système de personnalisation ou quoi, j'ai pas eu envie de changer de personnage, ou de changer de Sparks par rapport à ma composition de base, qui est restée donc Peach, Harmony, la Harmony et Edge. C'est resté ça tout le long, avec les mêmes Sparks tout le long, parce que j'avais pas envie de me donner plus là-dedans. Et si t'as pas envie de te mettre dans la personnalisation de l'équipe, c'est que c'est raté. Ce qui fait que les combats étaient trop durs pour moi, et donc c'est raté aussi. En plus, il y avait la possibilité de faire des combats à 4, on en a eu quelques-uns. Les 4 derniers, qui sont les très bons combats, ils ont tous des idées exceptionnelles, genre déjà être à 4 c'est trop bien. Et ensuite, par exemple, séparer le dernier combat en 3 zones distinctes où tu finis par diriger tous tes personnages. Dans chaque zone, tu vas diriger 4, 3. 3. Donc chaque zone, et ils ont tous des objectifs à faire, tu vois. Et ça marche bien. Parce que ils sont pas tous en avant, tu peux utiliser tout dans les mêmes. Et voilà, ça marche comme idée. Et il y avait eu un combat dans le monde d'avant où ils étaient 4 et c'est tout. En plus, l'exploration est mise à mal par le fait que ce soit des mondes gigantesquement ouverts. Il y avait moins de recherche de tir au coin dans le monde 1. Dans le 1, vu que c'était littéralement des couloirs, tu passais des énigmes qui étaient plutôt sympathiques et réussies. T'avais des petits recoins à trouver pour avoir tous les objets, ça marchait. Là, le truc est immense, ça marche pas, il faut tout fouiller dans tous les sens, c'est hyper chiant de pas se perdre. Parce qu'il n'y a pas d'endroit très remarquable dans les décors. On va en parler après. Et les énigmes, il y en a une par monde qui est plutôt bien, et le reste, il y a rien. C'est presque que du combat pour toutes les situations, pour toutes les quêtes secondaires. C'est chiant. Comme j'ai dit, vu que ça donne pas envie de s'y donner. Alors qu'il y a des situations sympathiques. Genre le train avec le Wiggler, c'est un boss au final. Quelques changements dans les zones, des nouveaux personnages plutôt cool. Edge, la Harmony, Bowser, je les aime beaucoup tous les trois, et c'est Bowser que j'utilise pas au final. On a beaucoup de possibilités pour bloquer les autres adversaires, c'est sympathique. Je prie volontiers. Mais alors les mondes ils sont vraiment pas ouf. T'as une plage, basique, une montagne de glace, basique. Une forêt. Un jardin de fleurs. Et un western dans l'espace. Et c'est tout. Donc le gameplay donne pas envie de s'y donner. Les mondes sont pas forcément très originaux. Beaucoup de quêtes sont liées au combat et on perd beaucoup d'exploration qu'il y avait dans le premier volume. Alors que les mondes sont plus grands. Mais ils sont vachement moins agréables à suivre. Et te perdent beaucoup plus. La difficulté est mal dosée, vu que t'as pas envie de changer de personnage et de te mettre à fond dans le système de combat. Donc j'ai pas passé un bon moment. Je suis même pas sûr de m'acheter les DLC. Alors pour y avoir de bonnes surprises, tu vois, avec une utilisation du monde plus restreinte, qui illustrerait mieux les différents combats. En plus le troisième DLC contient un Rayman, donc ça donne envie, tu vois. Mais voilà, je suis pas emballé pour l'instant pour en faire plus. Allez, on approche de la fin des critiques. Enfin. J'ai regardé Alerte Rouge. On avait regardé Luca quand on a récupéré Disney+. Avec mon père et ma belle-mère. C'est très bien. Et ensuite mon père a regardé les critiques d'Alerte Rouge et s'est dit bah c'est de la merde, on va pas la regarder. Je suis obligé de le regarder tout seul. Et c'était très bien. Les gars, c'est du Pixar évidemment que c'est bien. Le dessin est particulier. Ça fait un peu 3D pâte à modeler bizarre. Bon, clairement pas autant que le dernier Ghibli, avec Aya et la sorcière, qui est en 3D horrible. Mais voilà, on a des sujets importants quand même. Encore et toujours avec des problèmes de famille, ça change pas. Parce que la pression dans les familles chinoises pour être élevé correctement, être la réussite de la famille, plaire uniquement aux rêves de ses parents, c'est un gros sujet.
Et en plus de ça, bah, du coup, il y a les changements liés à l'adolescence, le fait que c'est à ce moment-là qu'on se crée, qu'on se différencie de ses parents, donc c'est pile le moment parfait pour ne pas être en accord avec eux. Bon, il rapporte ça aux règles, évidemment, c'est comme ça que chez nous, c'est les humains, mais là, c'est montré de manière différente, avec le poids de la famille et les liens avec les pandarous. On a le père qui sert strictement à rien, parce que tous les personnages importants sont des filles. T'as le personnage principal de filles, toutes les personnages importants de sa famille, c'est que des filles, ses amis, c'est que des filles. Donc le personnage, c'est que des filles, ça marche bien. Son père, il sert à rien, sauf à la toute fin, il a un moment touchant qui permet de tout débloquer, c'est cool. Évidemment, le vrai but, dans le fond, c'est de se libérer de sa famille, être soi-même. Mais ça passe par des sujets tout petits qui sont pas très pertinents. Genre, prendre un peu plus ses propres choix, se montrer un peu plus agressive, et arrêter d'obéir autant, tu vois. Enfin, aller au concert d'un groupe qui nous plaît le plus. Plein de très très belles choses. Utiliser sa malédiction comme une bénédiction. Il y a plein de styles très importants. J'aime bien le style du personnage, ça fait un peu enfantin évidemment, mais en même temps c'est des enfants pour de vrai, donc beaucoup de personnages juste insupportables, beaucoup de trucs qui ressemblent à TikTok au niveau des danses et des styles des personnages. Beaucoup de passions un peu malvenues. Ah, j'avais pas vu mais c'est horrible. Bref, un bon moment, je vois pas pourquoi c'est aussi mal noté et pourquoi mon père a pas voulu le regarder. Par contre j'ai oublié de commencer par ça. Alerte rouge. Allociné et euh, Wikipédia, il est où? Là, merci. 3.16, 3.6. Les aventures de Mei Lin Lee, une jeune adolescente de 13 ans, pleine d'assurance, mais tiraillée entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère hyper protective et le chaos de l'adolescence. Et comme si tous ces changements qui s'opèrent en elle ne suffisaient pas, chaque fois qu'elle est débordée de ses émotions, ce qui est une ado, arrive tout le temps, elle se transforme en panda roux géant. Réalisé par Domichi. Filmographie, hop, scénariste. Qui a fait Bao. Ah, bah oui. Et là, ce rouge, bah Bao aussi, c'était en Chine, normal. Babao, je trouve bon. Merde, il faut que on passe par ça. D'abord, Pinocchio. Del Toro, c'est lui? Oui. Ah, c'est eux qui font les personnages, d'accord. Pinocchio par Guillermo del Toro, 81, bravo. Le réalisateur Guillermo del Toro, primo aux Oscars, revisite le conte de Carlo Collodi sur une marionnette qui, comme par magie, prend vie pour apaiser le cœur d'un sculpteur sur bois du nom de Geppetto. Cette épopée musicale et fantastique en stop motion réalisée par Guillermo del Toro et Mark Gustafsson suit les aventures d'espiègle et désobéissant Pinocchio qui cherche sa place dans le monde. Par Guillermo del Toro et Mark Gustafsson qui n'a pas de film. Del Toro a fait Chronos, Mimic, Chez le Diable, Blade 2, Hellboy, Le Livre de Pan, Hellboy 2, Pacific Rim, Crimson Peak, La Forme de l'eau que j'ai vu qui était sympathique, Nightmare Alley que j'ai vu qui était le meilleur film de l'année, et Pinocchio. Ok. Pour les critiques, j'ai la gorge en feu. Mais ça, on va partir pour plein de reacts. Mais genre vraiment plein. Il va même y avoir du gaming, dans certains jeux dont je m'en fiche un peu, je pense, mais ils ont été annoncés au Game Awards. Alors on va pas parler des Game Awards parce que ce sont contre-fiches, mais les jeux qui ont été annoncés, ça m'intéresse un peu. Plus deux films qui ont eu deux avancées en plus. Hop, hop. Ah, c'est une pub, ça, on va la garder. Ça, c'est pas une pub. Ça, c'est pas une pub. Ça, la vidéo est non disponible. Et je viens de supprimer le raccourci, je sais plus ce que c'était. Tant pis, on verra bien. Mais c'est con, du coup, ce que j'ai fait. Ça devait être un jeu en plus, parce que si je me souviens pas, c'est que c'était un jeu. Hop. Alors, il y a eu un jeu annoncé qui est inspiré par Bioshock. Inspiré par Bioshock, en fait, c'est fait par la même personne qui fait Bioshock. Donc forcément, il y a des ressemblances.
And my only way out of here is with one of them. Oh, un shérif. C'est tellement pareil que Bioshock. Ah sa mère, il y a des trucs robotiques, t'as les images datant des années 30 ans en arrière. T'as un univers qui marche, t'as du pouvoir directement dans ta main. People say I have this coming. And you know what? They're right. Ok. Alors bah c'est pas ressemblant à, à Bioshock, c'est littéralement la même chose. Alors c'est pas mal, hein, parce que Bioshock c'était une très grosse réussite, tu vois. Mais ok. Bonne nouvelle en soi, hein. Pour ceux qui n'avaient pas aimé Infinite, parce que ça s'est éloigné de Bioshock, mais c'est moi mon préféré, vous allez totalement retrouver tout ce qu'il y avait dans Bioshock. Ça c'est cool. Ensuite, ils ont annoncé la suite de Hades, qui s'appellera Hades 2. J'ai pas joué au 1, mais il a l'air plutôt cool. Mais je crois que c'est pas trop mon style de jeu. Et pour ceux qui aiment ce style de jeu, il était trop bien. Donc annoncer une suite, c'est une bonne idée. Putain, j'ai pas vu. Stylé le style graphique de l'annonce. Il y aura pas d'image du jeu, c'est juste pour dire que le jeu existe. Not good enough. Waouh, classe. We can but learn. And the greatest teacher. Ah, c'est ça le personnage principal, waouh. Now Bien la classe. death to Krypton. Deux couleurs de bras, deux couleurs d'yeux, Death to Chronos. un petit... Ah si, des images du jeu. This is an opportunity for you to make a better future for us all. À voir comment ça se différenciera Fought your way down. de Hades 1. Got ready to give in. Après, bah, comme j'ai pas joué à 1, ça me dérange pas trop si c'est une redite, mais You trifle with powers far beyond your comprehension, witch. à voir. Okay, if I call you witch like that. Vengeance for your family awaits you. He is no mere titan. He is time itself, and time cannot be stopped. Wait for me, father. I'll be there soon. Donc c'est une fille de Zeus qui va essayer de le sauver. Ok. L'image commence à être dégueulasse, hein, parce qu'il n'y a plus du tout de lumière. Je sais toujours pas ce que c'était. Attendez, je vais manger toute la lumière. Hop là. Ce sera un peu mieux. Ok. Bam. Ensuite, ils ont un peu montré de Final Fantasy XVI. Dans un endroit sûr. Il faut que tu viennes avec nous. C'est bien pour Et ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai joué au 15, j'ai pas trop aimé, j'ai joué à Final Fantasy VII Remake et j'ai pas trop aimé. Donc j'ai grave envie de savoir comment ressemble le 16. Oh! On va retrouver un truc médiéval, comme dans les premiers Final Fantasy.
Ouais, c'est encore action RPG, je suis pas fan moi ça. Je joue à Tales of en ce moment, mais c'est pas le gameplay qui me botte le plus quoi. La vengeance est un démon. Parfois, je ne sais pas si c'est moi qui la poursuis ou elle qui me possède. Oh! Il est une forme démoniaque lui aussi, classe. À voir qu'est-ce que ça fera de la jouer. Et si c'est pertinent niveau scénaristique, mais l'idée peut être pas mal. Oh, on a un loup dans l'équipe. Pas peine de montrer ton attaque, car c'est illisible. Cette vérité doit me faire souffrir. Je tiendrai bon. 2023 en plus, c'est bientôt ça. Bon chien. On peut caresser le chien! Il en vient d'autres. Gotti 2023. Ça fait 13 ans que j'attends le bon moment. Je compte pas y rester. Pas comme ça. Viens à moi, Ifrit! Pourquoi pas Potatoes? Ouais, sympathique. Pas grand chose de particulier, mais sympathique. Ça me chauffe pas plus. L'extrait le plus rassurant. Ça, c'est vraiment juste du fun. Au moins, il y a de la vie partout, il y a beaucoup de clins d'œil, hein, que ce soit dans le fond, dans les décors, dans la musique, tout ça, ça marche super bien. Mais alors, dans ce que ça raconte, je suis pas sûr que ce soit l'extrait le plus pertinent, les gars. Alors évidemment, c'est quand il découvre la ville, c'est le trajet jusqu'au château. C'est normal, tu vois. Mais ça reste quand même pas les plus pertinents. Comparé à ça. Il y a en français, pourquoi je vois pas en français? Ah, t'es eu. C'est en français ça? Vous faites tout pour maintenir votre bouche en bonne crois que c'est la même. santé, mais votre dentifrice, on fait C'est la ça même. tout le temps. Les dentifrices classiques protègent. Le nouveau Oral-B Densité Émail fait plus que protéger. Il renforce les dents et prévient leur... À chaque Happy Moments, le meilleur de Kinder en mini à offrir ou à partager. Quelle est la méthode la plus intelligente et économique pour rester au chaud? Cross. À travers. Ouais, c'est clairement de ça, ouais. Je sais vraiment pas ce que ça raconte par contre. Ça me perturbe un peu. Ouais, c'est trop bien comme idée. Il y a plein de Spider-Man, ils lui en veulent pour je ne sais quelle raison. Lui, il est censé pouvoir se protéger parce que sa famille l'aime et qu'il parle enfin à sa mère. C'est plein de bonnes choses. Il a peur de se sentir à sa place dans ce qu'il est en train de vivre, donc c'est cool aussi. Je sais vraiment pas où ça va, pourquoi est-ce qu'il y a encore les Sinister Six, pourquoi est-ce qu'il se bat contre d'autres Spider-Man. Mais il y a de belles promesses. Ah, je sais pas quoi en penser. Le scénario a l'air pas mal, mais on n'en voit pas assez là-dedans. Mais heureusement que ça a l'air d'être magnifique et d'être un magnifique temps vraiment dans le film, et c'est juste pour dire que ça existe.
Mais voilà, reprendre 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est trop cool comme idée. Parce que bon, le film derrière a pas l'air exceptionnel, mais voilà, ça me fait plaisir. Et on va enfin conclure cette partie critique et react, parce qu'il y a eu le récap de Twitch. En tant que viewer, j'ai regardé 192 heures pendant 72 jours différents. J'ai récupéré 168 000 points de chaîne et j'ai fait 35 messages dans le chat. Mes streamers favoris. Donc mes catégories. Minecraft en 4, Maître des Fleurs en 3, événements spéciaux en 2 et discussion en 1. Discussion c'est tout le temps, ça c'est les The Events, ça c'est Maître des Fleurs que je vois tous les lundis. Et c'était Minecraft, c'est les soirées du lundi qui étaient sur ça. Et c'est vrai, donc on a Mintos, j'ai fait 10 heures en gagnant 1100 points de chaîne. Antonien, où j'ai regardé 11 heures en gagnant 2364 points de chaîne. Étoile, où j'ai regardé 13 heures en gagnant 3070 points de chaîne. Et pour sur des 26 heures, j'ai envoyé 7 messages, j'ai gagné 122 101 points de chaîne. Grâce à Maître des Fleurs, on peut parier. Et en tant que streamer, j'ai fait 83 streams cette année. On en reparlera plus en détail quand 2022 sera vraiment terminé, vu que j'ai un Excel avec la durée des lives, les dates auxquelles j'ai fait, les contenus, tout ça, donc on verra combien de tout ça, ça sera plus intéressant. Le maximum, ça a été 5 viewers, pas mal. Nombre d'heures, regardez, 52. C'est-à-dire que j'ai fait 52 heures de live, ça? Ben normalement non, parce qu'ils font tous 2 heures ou quoi. Ouais, je sais pas. Ouais, c'était totalement appliqué parce que j'avais 19 followers, 6000 points de chaîne et 541 messages dans le chat. Je crois pas, hein. Et ce qu'on a le plus livé, c'était Psychonauts en 4, Yooka-Laylee en 3, Discussion en 2, et Tales of Arise en 1. Et j'ai tellement aimé Tales of Arise que j'étais dans le top 12 des streamers. Ouais, forcément parce que j'ai graffé trop de choses. Voilà. Voilà qui conclut toute la partie IRL de ce live, qui a duré 2h28, ce qui est un nouveau record, je pense. La partie de jump était pas si longue en plus. C'est la partie critique, on avait un peu de boulot et cette fois j'ai regardé pas mal de choses, donc ça prend du temps, évidemment. Euh... Ah. Hop, file, récente. Voilà. Comme ça, on peut partir enfin sur la dernière partie du live, avec seulement une demi-heure de retard. Hop, Professor Lighton and the Unknown. Non, pas ça. The Curious Village, oui, hop. Voilà, ça c'est prêt. Ensuite, continuer. On reprend ça. Et on passe en gaming.